Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Matin Libre Politique, votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité politique au Bénin. Ce 10 octobre démarre le dépôt des dossiers de candidature comptant pour la présidentielle du 12 avril 2026 et donc du 10 au 14 octobre 2025, la Commission électorale nationale autonome va recevoir donc les dossiers de candidature. Et pour rester collé à cette actualité, nous avons donc invité pour vous un des dignes citoyens de ce pays pour pouvoir analyser un peu quelques faits marquants de l'actualité relevant donc du Bénin. Il a manifesté justement sa disponibilité. Avec lui, nous allons pouvoir voir un peu analyser l'appréhension ou le niveau de préparation de l'organisation des échéances majeures de 2026. Quelle est l'appréhension qu'on devrait avoir de nos institutions en charge de l'organisation de ces élections générales, une première d'ailleurs au Bénin. Je vous présente le ministre conseiller en charge à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Deoumalé. Nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà. Votre portefeuille touche à la justice et aux relations extérieures. Quel est le bilan qu'on peut faire depuis que vous êtes au niveau de ce ministère? Bilan, bon, je ne pense pas, mais... Les actions que vous avez menées, je voulais dire. Très bien. En fait, il faut repréciser le rôle d'un ministre conseiller. Très bien. Parce que les gens ont tout fait de mélanger les rôles. Parce qu'ils se sont dit, il y a déjà des ministres, et maintenant un ministre conseiller. En fait, le ministre conseiller, comme le dit le nom, est là pour conseiller, donner des conseils au gouvernement. Mais le rôle est qu'on aille au niveau des populations, qu'on leur explique ce qui se fait par le gouvernement, pourquoi c'est fait, quel est l'intérêt du peuple dans ce qui se fait, à travers ce qui se fait par le chef de l'État et son gouvernement, recueillir leurs ressentis, que nous remontons au gouvernement. Parce que lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, il faut s'assurer que la personne même est consentante. Voilà un peu le rôle que nous jouons. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de conflit d'attribution entre le ministre à portefeuille et le ministre. Eux, ils sont déjà dans l'action, dans la conception, dans la mise en œuvre. Et nous arrivons donc pour expliquer ce qui se fait. Parce que si vous êtes béninois, vous savez qu'au Bénin, il y a une frange de la population qui estime que tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Donc, les populations, innocentes populations, ne savent plus à quel sens se vouer parce qu'ils sont abreuvés d'informations, tous azimuts. Il est question donc d'aller restaurer le vrai visage de ce qui se fait, de dire, de présenter ce qui se fait et permettre donc aux populations d'apprécier. Très bien. Et pour ceux-là qui pensent que les ministres conseillers sont dans la propagande, qu'est-ce que vous leur dites? Mais tel que expliqué, il n'est pas question de propagande parce qu'au début, le chef de l'État a voulu faire les choses autrement. Parce que vous savez, dans un récent passé, lorsque on va construire une latrine, il faut aller poser la première pierre avec tout ce que vous connaissez comme bruit autour. Mais nous avons voulu, on a fait l'option donc de permettre aux populations de constater. Mais il se fait malheureusement que ceux d'en face utilisent d'autres moyens un peu malhonnêtes pour peindre à noir ce qui se fait. Donc il n'est pas question de propagande, mais il est question de restaurer la vérité. De permettre aux populations de faire une très bonne appréciation de ce qui se fait. Voilà. Très bien. On en vient à ce qui nous rassemble fondamentalement. Vous savez que les élections générales de 2026 s'approchent à grands pas. Le 11 janvier, ce sera les élections communales, municipales et législatives. Et puis, le 12 avril 2026, ce sera le tour de la présidentielle pour connaître le successeur de Patrice Talon à la tête du Bénin. Quel est le niveau de préparation aujourd'hui? Quel est le regard que vous portez justement sur les institutions en charge de ces élections? Quand vous voyez un peu les différents préparatifs, quelle est votre lecture globale? Bon, moi, j'estime que tout se passe très bien. Pour ce qui concerne le département de la justice, je crois que il est question qu'on mette tout en place pour que
les élections se déroulent dans la paix et la quiétude totale et dans une transparence totale. Et c'est pour cela que il faudrait que quand même les Béninois fassent confiance en nos institutions. Et ce sont ces mêmes institutions qui ont géré les élections dans le passé pour que on ait les députés, qu'on ait le chef de l'État, qu'on ait les maires. Donc notre démocratie fait son petit bonhomme de chemin. Il est question donc de renforcer la démocratie. Et dans ce sens, je pense que le rôle que la justice doit jouer, c'est d'abord en amont de sensibiliser, de dire à la population quelle est la conduite à tenir en période électorale, oui, pour ne pas se retrouver face donc à la justice. Et si, malgré cela, il y a des individus, parce que c'est normal, on a tout dans une société qui décide volontairement d'enfreindre la loi et qu'ils servent d'exemple aux autres pour que tous les citoyens soient en paix. Parce qu'au fait, la justice au Bénin, en tout cas pour ce que nous savons aujourd'hui depuis l'avènement du président Patrice Talon à la magistrature suprême, la justice au Bénin est au service du citoyen, donc du justiciable. Très bien. Mais comment le gouvernement assure-t-il l'indépendance et l'impartialité de la justice, notamment électorale, en ces périodes de grande passion et de grande ferveur? Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, nous avons fait l'option d'aller au contact de la population, de leur expliquer la conduite à tenir en période électorale, surtout en tenant compte du nouveau code électoral qui est en vigueur. Parce que on a constaté que, je ne sais pas, mais de manière arbitraire, les amis de l'opposition ont commencé à présenter une autre vision, une autre version même du code électoral, ce qui pourrait, comme eux-mêmes l'ont dit, entraîner une subversion du désordre dans le pays. Donc, on a anticipé. D'accord. Eux-mêmes avaient dit que si on ne changeait pas le code, ils n'iraient pas aux élections. Mais depuis décembre que nous avons été nommés, on a commencé par expliquer à la population en langue et sans distinction de partis politiques, les populations ont commencé par comprendre, eux-mêmes ont révisé leur position. Bon, est-ce qu'ils avaient dit qu'ils n'iraient pas aux élections? C'était des doléances qu'ils avaient faites? Non, ils avaient clairement dit que... Ils n'iront pas aux élections. D'ailleurs, que si on ne changeait pas certains articles, oui, qu'il y aurait trouble. Très bien. S'il y a trouble, c'est qu'il n'y a pas élection. Alors, nous, on a estimé qu'il fallait aller expliquer à la population, parce qu'eux, ils sont combien? C'est les populations qui veulent amener dans la rue. Mais si les populations qu'on doit entraîner dans la rue ont compris que c'est un marché de dupes, je crois que... mais, Dieu merci, ils se sont rangés, ils veulent aller aux élections maintenant. Et je crois qu'on n'aura plus de troubles, parce qu'on a connu des troubles par le passé. Et aujourd'hui, bon, il n'est pas question d'aller réveiller encore les démons, sinon que leur attitude prouve que à suffisance que c'est eux qui troublaient. Il y a tout de même, quel est le discours que vous tenez sur le terrain quand on sait qu'il y a une frange de la population qui ont une certaine ou qui a une certaine appréhension un peu de ces institutions, la Cour constitutionnelle, la Sénat, ces institutions qui interviennent dans l'organisation des élections, où on pense que voilà, elles sont au service donc du chef de l'État, du président de la République, de l'exécutif notamment. Vous voyez, c'est ce que je dis. Nos amis étaient aux abois. Parce que lorsque vous êtes dans une position de faiblesse, vous décidez de faire une option. Soit vous essayez de vous organiser pour remonter la pente, ou vous vous confinez dans une certaine position de violence. Et comme je l'ai dit, c'est cette même Cour constitutionnelle-là qui était là quand ils ont été élus députés. Alors, je ne sais pas pourquoi, à cause de ses propres intérêts, on discrédite tout le pays.
on présente un Bénin en mal. Je me demande si nous avons tous la même vision du patriotisme. Parce que même si tout n'est pas rose, reconnaissons ce qui est bien. Et on ne saurait mettre en cause la crédibilité de nos institutions. Bon, ça ne m'étonne pas parce que des gens qui ont même peint en noir tout ce que le gouvernement fait, des gens qui, pour parler du chef de l'État, par exemple, parlent de lui comme un vil individu, vous ne voyez pas que quand ils mettent en cause la crédibilité des institutions, c'est normal, mais ça dénote de l'éducation que l'on a reçue. Est-ce que ce n'est pas une interprétation rigide en disant qu'il traite le chef de l'État? Mais le chef de l'État, c'est une représentation de l'exécutif. Parce qu'on parle d'institution. Et le président de la République, c'est une institution. Oui, tout à fait. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Lorsque, par exemple, vous voulez parler du chef de l'État, et parce que vous êtes de l'opposition, vous dites Patrice Talon. Vous ne voyez pas ce que ça fait comme choc. Patrice Talon. Bon, sur les panels que ces opposants-là animent, même depuis l'extérieur, vous entendez des gens que nous connaissons, des Béninois, dire Patrice Talon, c'est un voleur. Vous voyez, c'est pas. Et quelle éducation cela veut donner à la population? Voilà pourquoi j'estime que il faut savoir raison garder. Mais en matière de justice, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et lorsque vous vous mettez dans une posture comme ça et vous calomniez les gens, vous insultez les gens sur les ondes, et que la justice vous poursuit, on estime que c'est les opposants qu'on poursuit. Alors, ceux de la mouvance pouvaient aussi se mettre dans une position, parce qu'ils sont au pouvoir, et insulter les responsables des autres partis. Je prends le cas de l'ancien président Yahya Boni. Mais il n'est pas le seul ancien président. Nous connaissons notre pépé, Nicéphore Théodore Soglo, par exemple. Mais lui, quand on veut lui parler, on lui parle en tant qu'ancien président, avec tout le respect qu'il faut. Mais lorsque je veux parler au président Yahya Boni, je lui parle en tant que président de LD ou ancien président. Vous voyez déjà? Parce que lorsque on est en politique et que moi j'enlève ma casquette de ministre, oui, je prends mon manteau d'homme politique, parce que je suis membre du Bloc républicain. Tout à fait. Et que je veux parler à un opposant LD, fut-il Yahya Boni ou non, je lui dis les choses terre à terre tout cru. Mais avec son titre d'ancien président, je suis obligé de l'honorer et de revoir ma position. La manière dont je vais m'adresser à l'honorable Noureno Akado, je ne peux pas m'adresser comme ça au président Yahya Boni. Juste parce qu'il a été président. Vous voyez un peu la différence. Donc, mais eux, ils ne font pas cette différence-là. Bon, on pourrait dire certains. On va pas généraliser, hein, monsieur le ministre. On va dire certains. Hein, voilà. Oh. Mais maintenant, véritablement, la Cour constitutionnelle, vous avez parlé de sensibilisation. Est-ce que, déjà sur le terrain, vous avez reçu un écho favorable des populations dans cette campagne de sensibilisation pour le respect surtout des institutions et de bons comportements adoptés en ces périodes-là? Naturellement, vous avez le baromètre, oui, de ce que nous faisons est la réaction donc de nos amis d'en face. Alors, les indicateurs de performance, oui, c'est leur comportement après notre passage. Donc j'ai dit par rapport au code, leur problème était de montrer suffisamment à la population que le chef de l'État est allé tailler un code sur mesure. Et par rapport à ça, donc, ils se sentent déjà lésés, ils projettent leur échec, et par conséquent, il ne doit pas avoir élection, il faut qu'il y ait insurrection. Mais quand nous sommes venus, on a commencé par expliquer le contenu du code aux gens. J'ai dit qu'ils se sont ravisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Votre message a porté. Non, mais ça veut dire que les populations ont compris. Les populations ont compris et ont dit, mais non, ce que vous dites là, ce n'est pas ça. Parce que quand vous allez dire à quelqu'un, par exemple, vous voyez, pour lever un siège, il faut que le talon m'oblige à avoir 20% partout. Mais ça là, alors qu'ils savent que je ne peux pas le faire. Et mieux, ils ont demandé au parti de la mouvance d'avoir 10%, et on nous demande d'avoir 20%. Vous voyez que c'est malhonnête. Ce n'est pas la vérité des faits? Je dis que c'est malhonnête. En quoi c'est malhonnête? Alors,
Mais quand nous allons expliquer aux populations, pour dire, au fait, ce n'est pas parce qu'on veut éliminer les partis de l'opposition que le législateur a proposé 20% par circonscription électorale. Mais c'est pour sceller l'unité nationale. Mais c'est ça la réalité. Parce que le système partisan dit que désormais, c'est les partis politiques qui génèrent, qui donnent les dirigeants. Et notre constitution dit que le Bénin est un et indivisible. Mais pour que les politiciens ne viennent pas diviser le pays, il faut que tous les partis politiques qui prétendent gérer le pays aient réellement des militants partout, n'est-ce pas? Là, on ne parle plus de partis politiques du Sud ou du Nord. L'ancrage national. L'ancrage national. Et vous savez que quand ça se passe comme ça, un président ne peut pas venir à la tête du pays et parce qu'il y a troupe dit, laissez-les venir, je ferai venir les miens de là-bas pour qu'ils s'affrontent. Vous voyez un peu, parce qu'on sait là où ça commence, mais on ne sait pas comment arrêter. Alors, c'est pour prévenir tout ça que le législateur a dit non, il faut que le code respecte strictement l'idée d'unité nationale prônée par notre constitution. Et donc les 20%, c'est... Les 20%, c'est pour montrer l'ancrage national des partis politiques. Ce n'est pas pour éliminer un parti politique. Ah, vous savez que par le passé, le seuil était 10% et c'était difficile aux partis de pouvoir avoir les 10%. Le problème n'est pas la difficulté. Le problème, c'est l'ancrage. Si vous constatez que vous avez des difficultés à montrer votre ancrage sur le plan national, vous vous arrangez pour couvrir le territoire. En faisant quoi? En vous associant à d'autres partis. Et c'est ça que les mouvanciers ont fait. Et il se trouve tout de même... C'est ça que les mouvanciers ont, parce qu'il y a plus de 100 et quelques... Il y a plus de 100 et quelques partis qui se sont mis ensemble pour créer les deux blocs. Mais les autres ont refusé. Et vous voyez, la question que vous posez m'amène à dire, à chaud là, lorsqu'on n'avait pas le duo, Wadaï, mais qu'est-ce que les gens disaient? Ah, Talon a décrété un embargo sur les candidatures, il a bloqué le système, il a fait ci, il a fait ça. Mais je vous ai dit, c'est deux grands blocs. C'est les partis politiques les plus grands du pays. Donc, censés avoir plus d'ambition. Mais nous avons réussi, une fois encore, à nous mettre ensemble autour d'un consensus pour l'intérêt national, pour dégager ce duo-là. Mais ceux qui ont les difficultés à se mettre ensemble, depuis le lendemain de la conférence des forces vives en 90, on continue pas à montrer leur division, puis aujourd'hui, près de 35 candidats. Et on a des difficultés à sortir le duo. Ils n'ont pas de difficultés. C'est-à-dire que la désignation sera faite dimanche prochain. Ils attendent quoi? Sur les 35, si on avait permis les candidatures indépendantes, vous voyez que ça veut dire 35 candidats là-bas. Ah ben, ce n'est que des ambitions. Ce n'est pas encore la désignation du duo. Il y a des ambitions au niveau de la mouvance. Vous savez que des ambitions ont été tuées, ont été sacrifiées. Pas sacrifiées. Ah bon? Non. Il n'y a pas eu assassinat, il n'y a pas eu tuerie. Non. Non, ben, bon, c'est une façon de... Non, je sais de quoi vous parlez. Voilà. Les gens ont d'ambition, ce qui est normal. Exactement. Vous ne savez pas si moi qui suis ici, je voulais être candidat. Mais quand vous êtes candidat à la candidature, et que, après échange, après discussion, on a réussi à vous convaincre à terre votre candidature pour soutenir un autre, on n'a pas tué la candidature. Puisque, quand vous voulez développer le pays, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être président de la République. Pas du tout. Il y a des positions que vous pouvez avoir pour apporter votre pierre à l'édifice. Et même quand vous êtes chef de l'État, ce n'est pas vous seul qui développez, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous donner la main. Alors, est-ce que vous avez vu des gens dire, bon, moi, je voulais être candidat, on m'a refusé de le faire, je démissionne. Vous n'avez pas entendu ça. Bon, attendons de voir ce qui va se passer de l'autre côté. De toutes les façons, c'est de bonnes guerres, mais le constat est que, bien qu'étant aussi grand, donc censé avoir assez de candidats à la candidature, nous avons réussi à faire l'unanimité, nous avons réussi donc à faire le consensus.
Mais est-ce que vous avez vu les journaux dire partout que bon, il y a tel nombre de candidatures au niveau de la mouvance et ça a été Parce que ce n'est pas le même mécanisme, ce n'est pas le même dispositif. Voilà, et c'est ce mécanisme, c'est justement ce mécanisme-là que nous sommes en train de mettre en place depuis 2016 et qui fait que le pays évolue. C'est ce mécanisme-là qui nous permettra donc de gagner les élections à plat couture. Très bien. Vous parliez des récriminations, ou du moins, vous évoquiez un certain nombre de récriminations des opposants. Il y a quand même les feuilles de dépouillement, les procès-verbaux. Ça aussi, ça fait partie quand même des doléances des opposants. Voilà, mais on n'a pas changé, non? Ou bien, ce que vous dites là, il faut expliquer à la population de quoi il est question. D'accord. Pour aller vous plaindre, parce que vous estimez que le décompte a été mal fait, si c'est les élections communales, vous allez à la Cour suprême, n'est-ce pas? Et si c'est les présidentielles ou les législatives, vous allez à la Cour constitutionnelle. Et nos amis disent que, au niveau de ces deux instances-là, quand vous n'avez pas l'original des faits de dépouillement, votre requête est rejetée. Voilà pourquoi ils estiment qu'au niveau de caducité, parce que par le passé, il y a eu ce problème. Ils estiment donc qu'au niveau de l'arrondissement, il faut qu'il y ait les originaux. C'était le problème. Mais de vous à moi. Et c'est ça que nous sommes allés expliquer à la population. Pour dire que les élections, en réalité, se font où? Aucune élection communale ou même législative ne se fait au niveau ni de l'arrondissement, ni de la commune. C'est au niveau des villages. Puis c'est là, il y a les urnes. Mais à ce niveau, les tests obligent les organisateurs des élections à délivrer l'original des feuilles de dépouillement à tous les partis politiques en liste, mais présents. Donc, si vous n'êtes pas présent, vous n'aurez pas. Non, si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas. Les gens, ils savent qu'ils ne sont pas présents, ils viennent faire n'importe quoi. Ça, c'est du désordre. Mais ceux qui sont en liste et présents, c'est une obligation qu'ils aient les originaux. Est-ce que pour aller me plaindre, n'importe où, je n'ai pas déjà l'original? Pourquoi on estime que nécessairement il faut que, au niveau de l'arrondissement, qu'on délivre ça encore? Et on a expliqué aux populations que, en réalité, cette revendication n'a pas sa raison d'être. Mais je dis que maintenant vous n'entendez plus parler de ça parce qu'ils ont compris. Si on n'était pas intervenu pour expliquer... Ah sinon, c'est tout d'actualité parce qu'on a reçu même dernièrement un élu de la 9e législature qui a évoqué justement cette doléance. Et donc c'est tout d'actualité, monsieur le ministre. Donc ils n'iront pas aux élections à cause de ça? Ils iront bien évidemment. Deuxième question. S'ils vont aux élections dans ces conditions-là, où on n'a pas revu cet article, et qu'ils devraient avoir des revendications, est-ce qu'ils peuvent aller avec les originaux dont j'ai parlé pour se faire entendre? Où est le problème? Est-ce que c'est normal d'aller créer des problèmes là où il n'y en a pas? Et puis mieux, il faut dire que nous sommes en train de mettre en place une démocratie qui est jeune, naissante. Ce n'est pas certain que tout soit au point dans un début. Pourquoi on veut comparer notre pays aux vieilles démocraties? Les gens ont fait un parcours pour se retrouver là. Nous, on est au début et on veut être au même niveau qu'eux. C'est un rêve. C'est une aberration. Et on tente même de dire, voilà comment ça se fait en Europe, voilà comment ça se fait aux États-Unis. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en Europe. Et nous n'avons pas les mêmes cultures. Vous savez, moi, mais nous nous inspirons d'eux, véritablement. S'inspirer de quelqu'un, s'inspirer ne signifie pas faire copier-coller. Puisqu'on n'a pas les mêmes cultures. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que notre démocratie est en marche. Et ce qu'il pose comme problème par rapport aux feuilles de dépouillement, je viens de vous dire que la solution est à côté. Donc, en réalité, le problème est réglé. D'accord, très bien. Est-ce que nous ne courons pas le risque, monsieur le ministre, de voir se reproduire ce qui s'est passé en 2019-2021, les trolls, parce qu'on n'a peut-être pas assez dialogué avec tous les acteurs politiques? Bon, le on c'est qui? Si c'est entre partis politiques, il n'y a pas de dialogue. Il y a concurrence. Vous savez que les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, veulent justement un dialogue avec l'exécutif. Et parlent de quel dialogue? Eux-mêmes là,
revenons-en, eux-mêmes là, quand ils parlent, ils s'entendent, ils s'écoutent. Quand vous êtes sur le terrain en train de raconter tout ce que vous voulez sur le gouvernement, c'est ça le dialogue? Quand vous êtes en train de peindre tout ce qu'on fait en noir, c'est ça le dialogue? Comme ils ont fait l'option du mensonge, de l'intoxication, nous faisons l'option d'aller restaurer la vérité. Maintenant, quand ils vont faire l'option de dialogue, d'échange, on va échanger avec eux. Et donc, maintenant, la posture n'est pas encore bonne, selon vous. On échange sur des sujets qui en valent la peine. Vous dites que les 20%, par exemple, c'est pour vous éliminer, que c'est instauré, que c'est contre vous. On vous dit non, ce n'est pas contre vous, et vous faites semblant de ne pas comprendre. C'est un dialogue de sourds. De quoi on parle? Alors, les troubles en réalité, quand on veut être honnête, surtout pour ce que nous avons connu par le passé, ce n'est pas un manque de dialogue, c'est un manque de bonne foi. Vous avez refusé d'aller aux élections. Je prends juste un exemple. Hein. Vous avez refusé d'aller aux élections en 2019. Parce que selon vous, et c'est ça, ils voulaient réitérer, pour dire, si on ne change pas, nous, on n'ira pas. C'est ce qu'ils ont fait en 2019. Vous avez refusé d'aller aux élections. Et les élections ont eu lieu. C'est votre choix. On ne peut pas vous obliger à aller à une élection si vous ne voulez pas. Ah, parce qu'il y avait quand même, tout de même pour eux, il y avait donc un changement de règles au cours du jeu. Quand on parle du certificat de conformité, vous savez ce qu'ils en pensaient. Voilà. Et donc, ils avaient envie d'aller aux élections, mais il y a eu... Oui, avoir envie d'aller aux élections, honnêtement, est différent d'avoir envie d'aller aux élections dans la tricherie. Sinon, l'honorable Orden Aladati est venu sur les ondes pour expliquer ce que nous appelons certificat de conformité et pourquoi c'est venu. Mais ce que je dis, lorsque vous êtes dans un système où vous êtes minoritaire et on est en démocratie, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous battez avec les règles établies et une fois en position de force, vous changez les règles. Mais vous ne troublez pas. Mais c'est ça la différence. Vous vous arrangez pour vous retrouver là où on change la loi. Et c'est à l'Assemblée. Une fois là-bas, vous changez. Maintenant, comment faire pour y aller? C'est aller dire la vérité aux populations qui vont vous choisir. Surtout, c'est pas ils sont le parti du peuple. Donc, et c'est le peuple qui va voter. Donc, ils se battent pour se retrouver là-bas. Quand on dit la gouvernance du talent n'est pas bonne, la gouvernance n'est pas bonne. Quand ils disent ça là, est-ce que la loi dit que lorsque la gouvernance n'est pas bonne, qu'il faut faire insurrection? C'est ça on dit. Lorsque la gouvernance n'est pas bonne, vous attendez qu'il y ait des élections pour balayer la gouvernance là. C'est ce que la loi dit. Mais la loi ne demande pas qu'on aille vers les enfants ou qu'on aille vers les populations, leur mettre n'importe quoi dans la tête et entraîner une insurrection. C'est pas ça que la loi dit. Ce n'est pas du passé. La loi ne vous demande pas. Aujourd'hui, monsieur le ministre. Je n'ai pas fini. La loi ne vous demande pas d'aller vous poster là où les honnêtes citoyens veulent aller exprimer leur suffrage, les empêcher à le faire par la force, ou du moins, à des moments donnés, même casser les unes, brûler les unes. Ça, c'est du vandalisme. C'est comme ça que ça s'est passé avant. Et aujourd'hui, on estime que c'est quand le chef de l'État, le président Patrice Talon, organise les élections, qu'il y a ces actes-là. Mais ce n'est pas les mouvanciers qui font ça. Et mieux, vous allez voir, comme ils participent aux élections maintenant, il n'y aura pas de trouble. C'est eux qui ont refusé d'aller aux élections. C'est ce qu'ils demandaient depuis hier. Quoi? Participer aux élections. Mais qui les a empêchés d'aller aux élections? C'est eux-mêmes qui ont projeté leur échec et qui ont pris la voie de la violence. Mieux, lorsqu'on est en période électorale et que les urnes sont ouvertes le matin, ceux qui ont la possibilité de sécuriser les urnes et les populations, c'est les forces de l'ordre, n'est-ce pas? Et non les chasseurs. Un chasseur prend son fusil, va en brousse pour aller chercher les gibiers. Mais il ne vient pas sécuriser les urnes. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, là, quand vous faites sur le plan géographique, là où il y a eu réellement casse,
mais c'est les localités d'origine de nos opposants. On n'a pas besoin d'être de lunettes pour comprendre qu'ils sont derrière tout ça. Mais aujourd'hui, il y a de l'optimisme à ce que nous ne connaissons pas, ces choses. Justement parce que, comme je l'ai dit, on est resté droit et nous sommes allés vers les populations pour leur expliquer le bien fondé du code. Très bien. Donc, eux, ils n'ont d'autre choix que de suivre. Et les unes vont nous départager. Voilà. Quels sont les rôles des acteurs politiques en période électorale? Voilà. À ce niveau, mouvanciers ou opposants, nous devons faire preuve d'une certaine maturité, d'un certain amour pour notre patrie. Et on doit savoir que le pouvoir et l'argent, c'est Dieu qui donne. Vous avez beau rêver être président de la République, ministre, DG, si ce n'est pas dans votre destin, vous ne pouvez pas forcer ça. Donc, les partis politiques doivent se mettre dans la tête que le Bénin n'est pas un grenier qu'il faut embraser. Alors, tout ce que nous disons en période électorale, tout ce que nous faisons doit converger vers l'instauration de la paix et de la quiétude au sein des populations. Les populations béninoises ne veulent que ça. Mais envisager, prévoir, soupçonner qu'on est en train d'échouer et qu'on ne pourrait pas passer. Et fort de ça, faire des supercheries, troubler la quiétude des populations, leur mettre du n'importe quoi dans la tête et les livrer, je crois que c'est sadique. Donc, je voudrais demander aux partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, de savoir raison garder. Et quand on parle de parti politique, c'est les personnes appelées à gérer, à diriger les partis politiques là, qui, pour un oui ou un non, peuvent embraser le pays. Un parti politique, c'est moral, mais ne mange pas des dirigeants. La responsabilité oui, des partis. Il faut penser d'abord au pays, il faut penser à nos enfants. Donc, nos intérêts, d'accord, mais nos intérêts doivent venir après l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi nous allons continuer à sensibiliser les populations, à aller vers les couches, à aller vers les responsables, ceux-là qui drainent du monde et qui ne sont pas des hommes politiques, pour leur dire, vous avez du monde derrière. Voilà le sens que nous donnons à ce que nous sommes en train de faire dans le pays pour qu'il y ait la paix. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Très bien. C'est vrai que vous évoquez les acteurs politiques, mais il y a également, et vous l'avez dit subtilement, les acteurs non politiques, les acteurs de la société civile, par exemple, les leaders d'opinion. Quelle est justement la démarche qui devrait ou quelle est leur responsabilité en ces périodes de grande émotion? Il y a quelques semaines, toutes les confessions religieuses se sont retrouvées à Cotonou ici, autour donc de la paix en période électorale. Tout à fait. Donc, organisé par le cadre de concertation des confessions religieuses. C'est ce message-là de paix, donc, mais surtout de comportement des citoyens honnêtes en période électorale que moi j'ai passé. Et je pense que si cette société civile-là se met ensemble comme ça pour parler de paix, c'est une très très bonne chose. Mais on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Donc si, surtout, les partis politiques de l'opposition, parce que nous avons plusieurs formes d'opposition au Bénin. Ah bon? Bien sûr, nous avons l'opposition radicale, nous avons l'opposition modérée, et nous avons l'opposition aveugle. Et donc, il y a 3 types d'opposition au Bénin. Bien sûr. Vous prenez par exemple le président, l'ancien président du Parti, c'est Paul Denis Soglo. Il n'est pas de la mouvance. Mais lorsque il sort, ou il entend qu'il y a telle ou telle réalisation quelque part, il se déplace lui-même pour aller voir. Et quand il voit, il constate que c'est bon pour le pays, il apprécie. Et il fait partie de quel type d'opposition? C'est une opposition responsable. D'accord. Mais quand on prend, je prends le parti FCBE, c'est une opposition modérée. Quand on prend
nos amis LD, c'est une opposition aveugle. Ce n'est même pas radical, c'est aveugle. Comment aveugle? Aveugle parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas où ils vont. On ne peut pas le dire ainsi. Mais même en ce qui concerne les actions, je le dis parce que il y a des actions qui sont appréciées. Vous ne pouvez pas oui. avoir combattu un régime pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas avoir combattu un régime pendant 10 ans et aujourd'hui vous vous retrouvez avec le responsable de ce régime-là pour dire que vous-même là, vous êtes quoi? Je ne veux citer personne, mais des gens ont combattu le régime de Yahya Boni pendant 10 ans. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec Yahya Boni. Mais la plupart sont avec vous. Mais la plupart sont avec Patrice Talon. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit maintenant. J'ai dit des gens ont créé des partis politiques, présidents de ce parti-là, et ont combattu. Oui. Mais on ne se lève pas un matin pour dire qu'on peut gérer le pays. Mieux, des gens ont quitté le Bénin pour telle ou telle raison, sont en exil, et estiment qu'ils sont en exil depuis plus de 20 ans, et que, à la lutte là, il faut balayer Talon par tous les moyens. Est-ce que depuis 20 ans, Talon était au pouvoir? Yahya Boni même n'était pas au pouvoir. Donc, c'est depuis le feu Kérékou qu'il était allé en exil. Ça veut dire que vous prenez celui-là maintenant, Kérékou n'est pas bon, Yahya Boni n'est pas bon, Talon n'est pas bon. C'est lui seul qui est bon. Supposons un instant que celui-là prenne le pouvoir. Il ne va jamais laisser le pouvoir après son mandat. Parce que personne n'est bon pour lui, c'est lui seul qui est bon. Lui, c'est Dieu. Et donc, il fait partie de l'opposition aveugle, c'est ça? Parce que vous nous... Non, ça c'est radical. Ça c'est radical. Ah, d'accord. C'est radical. Très bien. Donc, parlons des comportements à avoir en période électorale, véritablement, pour que nous ayons quand même, après 2026, que nous ayons toujours la stabilité, véritablement. Les acteurs, donc, de la société civile, vous savez qu'ils participent à ces échanges avec la Sénat. La Sénat organise périodiquement donc, des échanges avec plusieurs acteurs, dont ceux de la société civile. Et récemment encore, cette rencontre a eu lieu. Comment trouvez-vous justement la démarche de la Sénat? Non mais, je vous l'ai dit en l'entame, la Sénat est en train donc de restaurer le vrai visage de ce qu'elle est en train de faire. C'est aussi simple que ça, parce que quand on permet à une seule frange de manipuler les populations, c'est difficile de rattraper après. Voilà pourquoi la Sénat est montée au créneau pour expliquer simplement ce qui se fait. Et les populations ont compris. Alors, si c'était les ministres conseillers, le gouvernement qui faisait la démarche vers la société civile, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu dans ce pays? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ceux qui sont en charge des élections qui ont expliqué comment ils pensent que les choses doivent se faire pour qu'il y ait la paix et la sérénité et pour que les élections se passent dans une certaine impartialité. Bon, mais au niveau donc de la société civile, les gens ont compris. Bon, naturellement, vous voyez quand un instituteur ou un professeur est dans sa classe en train de délivrer un cours, il délivre les cours au même moment, de la même manière à tous les élèves ou étudiants. Mais quand on vient faire les évaluations, il y a certains qui comprennent à retardement. Donc, malgré ce que la Sénat fait, malgré ce que nous disons en tant que ministre conseiller, s'il se trouve qu'au sein de la société civile, il y a des gens qui pensent toujours autre chose, on ne les attend pas. On continue parce que dans un système normal, on n'attend pas les retardataires. C'est eux, on ne demande pas aux élèves brillants de sursoir à leur recherche pour que les attardés reviennent. Non. C'est à ceux qui ont quelque chose en moins se débrouiller pour rattraper. Donc nous, on continue. Et même ceux dont vous parlez, que vous n'êtes pas en train de citer, en leur sein même, ils n'ont pas le même son de cloche. Et ils sont minoritaires. Vous voyez dans mes pensées. Bien sûr. Il y a de quoi vous parler. De toutes les façons, comme je l'ai dit, nous avons fait notre démocratie a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui,
il faut s'en réjouir qu'on soit en train de nous préparer pour aller à des élections apaisées. Très bien. Voilà. Il y a quand même la question de l'autoparrainage. Vous savez, je sais que le code électoral n'a pas dit énormément justement ce qu'il faut pour l'autoparrainage. Nous avons entendu les propos du directeur général des élections. Et d'ailleurs, un recours a été formulé devant la Cour constitutionnelle et la Cour a rendu sa décision aussi. L'autoparrainage pour vous, c'est une question qui ne devrait pas être source de confusion? Vous avez tout résumé. Moi, je ne sais pas pourquoi on aime aller chercher des problèmes là qu'il n'y en a pas. Ah ben, le code n'en parle pas. Justement, le code est muet par rapport à l'autoparrainage. Alors, si le code est venu réprimer tout ce qui ne doit pas se faire et ne dit rien par rapport à ça, est-ce que c'est la seule chose sur laquelle le code est resté muet? Non. Donc ça veut dire simplement qu'on fonce. Simplement. Alors, vous avez rappelé ce que le directeur général des élections a dit. Mais je ne sais pas si on a les mêmes informations. Selon vous, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il a demandé que l'autoparrainage soit exclu du jeu? Alors, maintenant, je ne sais pas pourquoi, comme je l'ai dit, oui, à l'approche des élections, ou quand au Bénin on veut faire quelque chose, il se trouve qu'il y a toujours des gens pour chercher les poux sur la tête d'un chauve. Je ne sais pas pourquoi. Si la loi était plus claire, peut-être qu'il ne s'opposerait pas à ces incompréhensions. Bon, de toute façon, lorsqu'on connaît sa condition, oui, on prend ses précautions. Lorsque je suis à l'Assemblée, et je me rends compte qu'il faut 28. Il faut 28 parrains et que je n'ai que 28 députés. J'aurais dû anticiper. Parce qu'il y a d'autres partis de l'opposition qui ont aussi des parrains. Je n'allais jamais mettre dans une position d'affrontement avec ceux-là parce que je me dis, mais je peux avoir besoin d'eux. Mais c'est ce que nous faisons au niveau de la mouvance. On anticipe, on prend nos précautions, on met tout le monde ensemble, on ne chasse personne. Si par exemple... Et vous prenez également je dis, si des par, partis de l'opposition par exemple, avec vous. Si par exemple, ce n'est pas des Béninois, ceux dont vous parlez ne sont pas des Béninois. Mais vous n'êtes pas dans la même ligne. Il ne faut pas être rancunier. Vous n'êtes pas dans la même ligne. Il ne faut pas ramener tout à sa personne. Parce que j'étais dans un groupe. Soit j'ai quitté, ou le groupe m'a éjecté, peu importe, la procédure, je ne la garde pas dedans parce que c'est moi. Non. Je vois les choses parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Je reviens à ce que je disais pour dire 28 plus 6, ça va 34, n'est-ce pas? Exactement. Si on était à ce niveau-là, autoparrainage ou non, il serait tranquille. Bon, c'est qu'un châssis. Mais nous sommes à ce niveau-là, oui, ce n'est plus le ministre conseiller qui parle. C'est l'homme politique qui parle. Nous sommes dans une compétition. Et vous voulez que moi, j'aille dire à mes adversaires, pardon, je ne parle pas d'ennemis moi, à mes adversaires, ce qu'ils font de mauvais. Mais non, ça ne se fait pas en politique. On ne dit jamais ce que l'adversaire fait de mauvais. Parce que dès qu'il va se corriger, il va te rattraper. Il ne va pas continuer. Qu'est-ce qu'on retient de l'autoparrainage? Vous, en tant que ministre conseiller en charge de la justice et des relations extérieures. Non. Qu'est-ce que la population devrait savoir? Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Je voudrais m'en tenir à ce que la Cour constitutionnelle a dit et à ce que le directeur général des élections a dit. Et donc vous partagez ce qui est dit, naturellement. D'abord, je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez entendu de ce qui est dit, vous ne l'avez pas dit. Ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous retenez de l'autoparrainage? Je crois que là où nous en sommes, oui, s'il se fait qu'un député ne peut pas s'autoparrainer, oui, les candidats LD, parce que c'est de ça qu'il est question, les candidats LD qui sont candidats à la candidature, ils vont sursoir à leur candidature, on cherche quelqu'un d'autre. Parce que, et s'ils n'étaient pas vivants, le Bénin allait s'en aller avec eux.
Ce n'est pas compliqué. Mais s'il se fait qu'ils peuvent s'auto-parrainer, ils déposent les dossiers, ils s'en vont. Simplement. C'est pas compliqué. Finalement, on comprend que le ministre conseiller ne répond toujours pas à la question. De toute façon, la Cour constitutionnelle a tranché, mesdames et messieurs. Alors, voilà. Oh, avant de vous laisser partir, Gilbert Dehoumale, on va quand même parler, puisque vous l'avez dit aussi, on va parler de votre duo de candidats qui a été choisi, vous avez dit avec un certain consensus. Vous avez dit que c'est avec un certain consensus, il n'y a pas eu... Donc, je n'ai pas dit un certain consensus. Un consensus. Bon, d'accord, c'est la même chose presque. Voilà, ça a été donc consensuellement choisi, donc Robert Ouaddaï notamment. Voilà, le porte-étendard. L'investiture a eu lieu, déjà la cérémonie d'investiture. On croyait, sinon certains pensaient qu'il devrait y avoir grand monde à Parakou. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. J'ai vu sur le panel des opposants dire voilà, que c'est le peuple qui a déjà commencé par se positionner pour montrer que le Dieu est vomi. Ça m'a fait rire, c'est une aberration. Nous avons notre manière de nous organiser au niveau de la mouvance. Ce n'est pas un meeting populaire. On n'a pas demandé à la population de sortir pour aller à l'investiture. Bien au contraire. Si vous étiez là-bas, vous verrez que c'était filtré. Et pour avoir accès même, il y avait 2 postes de filtrage. Et si vous n'avez pas votre badge, vous n'y allez pas. Tout à fait. Même pour les journalistes, même pour nous-mêmes. Hein. Alors, donc ce n'était pas ouvert à la population. De quoi on nous parle? Mais ce n'est pas compliqué. Mais est-ce qu'une cérémonie d'investiture de candidature ne devrait pas être ouverte? Mais normalement. Qui sont ceux qui veulent aller investir le candidat? C'est les partis politiques de la mouvance. On n'a jamais dit que c'est les militants à la base. Mais pour aller faire une chose du genre, il faut trier, il faut serrer. Même à un moment donné, on a dû demander à nos responsables au niveau des coordinations d'arrondissement de ne plus venir. Et ça, là, c'est même un problème qu'il faut aller gérer. Tout le monde voulait venir. Alors, quand on se met à dire qu'il n'y avait pas du monde, le monde attendu était là. Ceux qui étaient invités étaient présents. Mais bientôt, quand on va entrer dans la fièvre électorale, vous verrez ce qu'on appelle meeting et si les populations sont oui ou non d'accord. Au fait, c'est une bataille psychologique que nos adversaires sont en train d'engager, mais qui ne va pas prendre. Psychologiquement, ils pensent dire ça là pour abattre nos militants, mais ils se trompent parce que aucun Béninois aujourd'hui ne veut retourner dans ce passé honteux dont a parlé le chef de l'État. Le Bénin a pris son envol. Le Bénin a décollé sur tous les plans. Et ceux qui disent des choses du genre, c'est eux qui ont laissé le pouvoir et nous avons pris. La comparaison est nette. Voilà pourquoi moi je suis confiant que parce que le chef de l'État a impacté dans tous les secteurs, au niveau de toutes les communes de notre pays, nous sommes sûrs que notre Dieu va passer. Et ce serait oui, une victoire écrasante et à plat couture. Nous allons remporter les élections au premier tour. Très bien. En tout cas, c'est votre optimisme que vous partagez avec nos téléspectateurs. On reviendra sur leur politique. Quel Béninois voudra qu'on remette en cause tout ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui pour le pays? Et vous savez que je suis... Certainement, il y en a. Vous savez aussi, oui, ils ne sont pas nombreux. Vous voyez dans un village, vous ne pouvez jamais demander à tout le monde de rire au même moment. N'est-ce pas? Tout à fait. Ceux qui viennent en retardement vont rattraper le train. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, notre pays, par exemple, par rapport à ce que le chef de l'État fait, vis-à-vis de l'extérieur, mérite respect? Avant, c'est les Béninois qui allaient ailleurs. Aujourd'hui, c'est au Bénin qu'on vient pour venir voir. Mais quel est ce petit pays-là qui fait ce genre de merveille? Le pays est en chantier. Et vous pensez que les Béninois vont accepter, ensemble, mettre frein à ce développement, à ce décollage-là? Je crois que non. Et donc, vous ne faites pas le distinguo entre Patrice Talon et puis Romuald Ouaddaï, alors? Même des jumeaux ont des différences. Voilà. 2 jumeaux, vrais jumeaux, ont des différences. Mais l'essentiel reste à sauvegarder. Parce que ceux qui disent que ce qu'on fait est mauvais, on suppose que s'ils viennent, ils remettent tout en cause.
Vous les avez entendus, ils ont dit ils vont préserver l'héritage de Patrice Talon sur un certain nombre d'aspects. Voilà pourquoi je vous dis que c'est une opposition aveugle. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tout ce que vous faites est mauvais. Mais si on venait, on va prendre ce qui est bon. Ça veut dire quoi? De l'amalgame. Bon, on revient justement à la cérémonie d'investiture. Vous savez, pourquoi avoir choisi Parakou? On pourrait choisir Abomey. Une stratégie politique. On pourrait choisir Abomey. Pourquoi pas le Mono aussi? Alors, exactement. Mais pourquoi avoir choisi Parakou justement? Parce que Parakou est une ville du Bénin. Vous ne voyez pas Parakou un peu au centre? Mais on n'a même pas pensé à ça. Et donc c'est la situation géographique. Je dis que non, on n'a même pas fait de ça une préoccupation. Boniaï peut-être? Non, pourquoi? Il a des chats. Je vous fais la question. Non, pourquoi? Nous ne faisons pas on ne pose pas des actes en tenant compte de l'opposition. Pas du tout. C'est eux qui n'ont pas de boussole et qui attendent qu'on agisse pour qu'ils reviennent à la charge. Mais ils sont à notre traîne. Bon, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas de boussole. Ils suivent leur agenda, ils suivent leur statut. Alors, quand on dit ils suivent leur statut, c'est comme si depuis quand vous les avez vus dire voilà ce que nous voulons faire. Ils ont toujours dit, ils ont fait si ce n'est pas bon. Mais ils n'ont jamais dit, ils ont fait si ce n'est pas, si nous on était là, on ferait si. Ils n'ont pas de boussole. On connaîtra leur offre politique bientôt, comme vous aussi d'ailleurs. Votre offre politique, on ne connaît pas encore. Tout compte fait, nous n'avons pas choisi Parakou à cause de Yahi Boni parce que Parakou n'appartient pas à Yahi Boni. Et Parakou, c'est une ville. On n'a pas des mouvanciers originaires de Parakou. Pourquoi lui? Pas du tout. D'accord, très bien. Vous savez, ce 10 octobre démarre le dépôt de dossier de candidature. Quels sont les enjeux liés justement à cette phase-là? Bon, enjeux? Les défis, bien évidemment. Vous savez que quand vous déposez les candidatures et quand la Sénat s'y attelle, c'est important, c'est une phase importante. Mais pour vous, acteur politique, ministre conseiller en charge de la justice et des relations extérieures. Non, au fait, faisons la différence entre les actions du gouvernement et les actions des partis politiques. Très bien. C'est vrai, je suis ministre conseiller, membre du bloc républicain, mais lorsque le gouvernement pose un acte, ce n'est pas le bloc républicain qui le fait. Tout à fait. C'est le gouvernement, ça. C'est le chef de l'État et ses ministres. Et lorsque le BR pose un acte, ce n'est pas le gouvernement qui le fait parce que... Je vous fais la question parce que, à cause du volet justice, parce que de ce volet-là, vous savez que quand on parle de dépôt de candidature, il y a beaucoup de choses qui interviennent. La validation afférente et tout ce qui va... Mais nous connaissons la loi et nous sommes respectueux des institutions. Donc, nous avons choisi un duo où les intéressés, sur tous les plans, vont remplir les critères. Nous n'avons pas à chercher à contourner la loi. Donc nous, on est serein. Depuis que nous avons choisi notre duo, nous, on pense déjà aux élections. Et les autres? Parce que là, on est en train de parler de dossier de candidature, de dépôt. Ce n'est pas vous seul qui allez déposer. Les autres de l'opposition? Oui, bien évidemment. Et d'autres? FCBE? Oui, ils sont de l'opposition aussi. Mais je dis, on ne se préoccupe pas des autres. Nous, c'est ce que nous allons faire pour gagner. Voilà. Et c'est quand tout le monde aurait déposé et que nous allons connaître nos adversaires, que nous allons sortir maintenant nos arguments, nos armes, pour montrer à la population que ceux-là ne valent pas la peine, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous avez envie d'avoir des adversaires? Pourquoi pas? S'il n'y a pas d'adversaire, c'est bien. Ça veut dire que l'opposition a fini par comprendre que ce que Talon faisait depuis 2016 est bien, qu'il faut laisser continuer. C'est clair. Maintenant, si eux, ils pensent toujours ce qu'ils disaient, ce n'est pas à nous de vouloir d'adversaires ou de ne pas vouloir d'adversaires. On a entendu certains de vos rangs qui demandent de renoncer à désigner un candidat. Mais parce que je me demande qui vont désigner pour venir dire quoi. Au Bénin, aujourd'hui, on se connaît tous. Qui vont désigner pour venir dire quoi? Vous prenez Wadaï, à moins que on aille s'asseoir dans un laboratoire pour formuler des mensonges à son encontre, à moins que ça, sinon, il n'est pas trempé dans les histoires, il n'est pas dans nos trucs politiques, il n'est pas trempé dans les détournements, les mauvais. Il est blanc comme neige, politiquement.
Voilà pourquoi j'estime que... Et puis, il est compétent. Il a donné les preuves de sa compétence. Mais c'est ça la réalité. Les Béninois ont besoin de gens comme ça. Nous sommes allés chercher l'oiseau rare. Voilà pourquoi je suis confiant. Si dans votre fauteuil ici, j'ai dit, en 2026, vous allez voir, je vais revenir ici vous dire, qu'est-ce que je vous avais dit. C'est à plat couture. D'accord. Au premier tour. On se donne rendez-vous alors. Monsieur le ministre, on est en train de finir. Vous ne voyez personne dans l'opposition pour pouvoir faire face à Wadagne? Je ne vois pas. D'accord. Je ne vois pas. C'est bien clair maintenant. Connaître mieux la gestion. Comment maintenir le décollage là, l'essor que le chef d'État a imprimé à notre pays, je ne vois pas. Très bien. Je ne vois pas parce que même leur leader, le président Yahi Boni, a fait ses preuves. Et il ne peut pas faire ce que Wadaye a fait. Donc, il n'y a pas match, comme le disent les Ivoiriens. Très bien. Merci beaucoup à vous, Gilbert Deoumalé. Nous sommes au terme de nos échanges en ce qui concerne ce numéro de Matin les Politiques. Quel est votre mot de fin? Oui, j'aurais souhaité qu'on aborde le volet relations extérieures pour faire le lien entre le développement que nous constatons aujourd'hui dans notre pays et le rôle que joue le ministère des Affaires étrangères. Très bien. Vous voyez, par exemple, ça nous permettrait peut-être de déboucher sur comment est-ce que l'extérieur voit le Bénin aujourd'hui, après 9 ans et demi, par exemple, de gestion de Patrice Talon. Certainement, on aura d'autres occasions pour faire le bilan de Patrice Talon, justement dans ce volet-là. Dans ce volet-là, parce qu'aujourd'hui, en termes de panafricanisme, qui est le vent qui souffle aujourd'hui, notre pays est à l'avant-garde. Et il faut pouvoir donner les preuves de ce que c'est la réalité. Vous voyez, mais malheureusement, vous dites que nous sommes déjà... On aura le temps. On aura le temps et je souhaiterais grâce à votre disponibilité, revenir pour qu'on en parle. Et aussi aborder le volet sécuritaire de notre pays. Parfait. Vous savez que au niveau de nos frontières, on a des incursions par moment des djihadistes. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce qu'on pense? Parce qu'il faut que les Béninois soient dans une certaine quiétude pour pouvoir produire de la richesse. Et mieux, parlant même de la justice, il faut que les Béninois comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de faire réellement pour dire partout aujourd'hui que notre justice n'est pas sous ordre. Parce que c'est ce qu'on a fait. Les gens ont trop mis assez de suite dans la tête des populations. Il faut qu'on aborde ces volets-là de manière précise. Très bien. Je vous le promets, on y reviendra. À présent, votre mot de fin à l'endroit... Oui, je voudrais simplement demander aux populations de garder leur sérénité, de ne pas céder aux intoxications, de se préparer à aborder les élections qui viennent là, dans la paix, la quiétude, la sérénité, parce que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu'ils soient en sécurité, pour aller donc exprimer leur suffrage et choisir ceux qu'ils pensent à même de conduire leur destinée. Parce que conduire leur destinée dont on parle, c'est parler du développement de notre pays à partir de 2026. Très bien. Et parler du développement, si tout se passe bien au Bénin, ça suppose que les Béninois auront les fruits. Si vous avez bien écouté le discours du candidat Wadaye, il a bien dit que c'est à partir de maintenant que les Béninois qui ont consenti leur sacrifice pour ce décollage-là auront les fruits. Ça veut tout dire. Très bien. Merci beaucoup à vous, Gilbert Deoumalé, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Mesdames et messieurs, c'est fini pour nos échanges donc, de ce numéro de votre émission Matin Libre Politique, je vous le promets. Et la disponibilité donc, de notre invité est effective. Nous allons pouvoir faire le bilan dans ces secteurs qu'il a évoqués, la justice, la sécurité et puis les relations extérieures. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.